humiliante. Les commentaires, comme je le disais, laissez les commentaires et posez des questions. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, connaissez-vous bien le quartier Kakimbo? Je connais Kakimbo, c'est pas Conakry. Je connais beaucoup de quartiers de Conakry. Répondez de façon courtoise aux questions, s'il vous plaît. Je connais Kakimbo. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Reprenez. Connaissez-vous le nommé Amadou Bari dit Penna? Le connaissez-vous? Peut-être quand si je le vois, je peux le connaître, mais je ne peux pas connaître le nom là. C'était le tenancier du bar. Très tôt le matin, dans la journée du 28 septembre, bar où vous étiez parti, videz plus de 10 casiers de bière. Avez-vous oublié la facture que vous avez payée, le montant de la facture, je vous rappelle? Je n'ai pas de réponse pour ça. Voilà. J'avais payé ce jour-là 1 200 000 francs guinéens. Et quand vous avez fini votre consommation, vous avez fait des rafales avec des propos ethniques en sortant du bar. Des questions. En sortant du bar pour le stade. Vous le reconnaissez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui, parce que c'est vrai. Parce que c'est bien vrai. Le propriétaire de ce bar, il vit, et vous avez chassé tout le monde à côté de ce bar. Et des questions, voilà. Des questions. Mon colonel, parlez-nous. Bon, inutile de vous demander si vous connaissez Bambette, parce que vous passez et vous repassez à tout moment par là. Parlez-nous du pillage que vous en avez fait au domicile, à l'immeuble de Wouri Biredi. Voilà, tout le monde connaît cet immeuble, Wouri Biredi, l'opérateur économique guinéen. Parlez-nous du pillage que vous avez fait de cet immeuble. Et emporter les coffres forts qui étaient dans les différentes pièces de l'immeuble. L'argent d'ailleurs qui vous a permis de faire un immeuble à Zérekoré, le plus grand immeuble de Zérekoré. Parlez-nous de ce pillage, mon colonel. Parce que tout Bambette vous a vu avec vos hommes. On vous écoute. Je n'ai pas de réponse pour ça. Ah oui, vous dites que partout où vous passez, c'est les applaudissements. C'est le contraire. C'est des cris. C'est la désolation, c'est la tristesse. Question. Vous le savez, et les Conakrykas le savent. Alors, puisque vous ne nous parlez pas de ce pillage dont cet opérateur a été victime, parlez-nous alors, parce que même les fermes n'étaient pas épargnées, parlez-nous de la ferme de El Hadj Alseyni Bari, que vous avez pillée au vu et au su de tout le monde, ici. Vous avez emporté des coffres forts aussi, là-bas. Quelle est la question? C'est de nous parler, c'est d'accepter de nous parler du pillage de la ferme de El Hadj Alseyni Bari. C'est pas vrai. D'accord. Continuez à égrener le chapelet de la dénégation systématique des faits. Continuez. Bien. Mais tout au moins, vous allez accepter, mon colonel, de nous parler de l'arrestation de 2 militaires. Au moment pendant que vous étiez au pouvoir, au camp Alpha Yaya, là-bas, l'un, c'est un conducteur de char de combat, et l'autre, c'est un béret rouge. Parce que ces 2 militaires ont pris de l'argent avec ses amis pour faire entrer ces derniers dans les rangs de l'armée guinéenne. Ils ne l'ont pas fait, ils sont allés se plaindre de vous. Vous avez fini par les arrêter, les 2 jeunes. Un conducteur de char de combat et l'autre, un béret rouge. Vous les avez arrêtés, n'est-ce pas? Je n'ai pas de réponse. Là où vous les avez gardés, c'est là-bas où vous aviez également gardé l'huissier dont on a parlé de l'incarcération. Dans le violon dont vous teniez la clé.
La question. Très bien. On continue. Alors, en répondant à une question ici, vous aviez dit que Feu Ousmane Konté était un de vos amis, n'est-ce pas? Qui? Ousmane Konté, le fils du feu général Lansana Konté. Vous avez dit que c'était un ami à vous, n'est-ce pas? C'est ma classe, c'est un ami. Très bien. Pourquoi l'avez-vous arrêté après avoir pris le pouvoir? Moi, je n'ai jamais quand- arrêté Ousmane Konté. Paix à son âme. Mais quand je dis vous, ça veut dire que c'est votre pouvoir. Parce que quand son père vivait, vous le faisiez comprendre que vous rouliez pour lui. Une fois que son père n'est pas là, c'est lui qui allait reprendre la place de son père. D'autres questions, il a répondu. Hein. D'autres questions. D'accord. Mon colonel, puisque vos conseils ont parlé de vos prouesses ici, il nous a semblé que vous étiez le militaire le mieux indiqué pour accompagner à l'époque le président Dadis au camp Koundara. Pourquoi vous l'avez laissé seul aller à Koundara? Pourquoi? C'est une question? Oui, naturellement, pourquoi vous avez laissé seul le président Dadis aller à Koundara, rencontrer le commandant Toumba, étant le ministre de la Sécurité présidentielle à l'époque? Pourquoi vous l'avez fait? J'avais déjà répondu. Non, vous n'avez jamais répondu à une telle question ici. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ça veut dire que vous n'étiez pas le plus craint. C'est ça. Dites-moi, mon colonel, entre la sécurité du président et la sécurité de l'infrastructure qui abrite la présidence, quelle est la sécurité la plus importante qui doit avoir la priorité? C'est celle du président ou bien de l'infrastructure qui abrite la présidence? C'est celle du président. Très bien. Pourquoi vous ne l'avez pas occupé? Pourquoi vous n'avez pas été l'aide de camp du capitaine Dadis? Pourquoi? Si je n'ai pas. Pourquoi vous n'avez pas été choisi comme étant l'aide de camp du capitaine Dadis? Non, c'est sa sécurité qui est la plus importante. La place de l'aide de camp est petite pour moi. Vous venez de confirmer que c'est la sécurité du président qui est la plus importante. C'est elle qui doit avoir la priorité. Et par conséquent, vous devriez l'occuper, vous, si vous étiez l'homme le plus fort, le plus craint, D'autres l'invincible. questions. D'autres questions. Voilà. Bien. Mon colonel, on continue. Parlez-nous, mon colonel, vous avez fait la guerre à l'extérieur de la Guinée, c'est vrai. Mais Feu Jean-Marie Doré, quand il vivait, il a témoigné dans des vidéos pour dire qu'il y avait deux messieurs, deux éléments de l'Ilimo qui discutaient de son élimination au 28 septembre, au stade. Parlez-nous de ces deux éléments. Mais là où je n'ai pas été au 28 septembre, comment je vais parler des éléments? Si, mon colonel, vous avez été au stade. Je ne connais Tous pas les ces deux Guinéens, éléments. tous ceux qui ont été au stade, Quelle est votre réponse? c'est de nous parler de ces deux éléments Non. de l'Ilimo. Ok. N'en connaissez pas. Très bien. Ok. Mon collègue, vous avez dit que vous n'avez jamais braqué votre arme contre un Guinéen, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Plus grand jamais. Allez-vous accepter de nous parler de 120 policiers tués au CMS? Allez-vous accepter de nous dire? Je n'en sais rien. Voilà. Et le pillage de l'OCAD, les quantités de drogue saisies, gardées là-bas, emportées par vous. Parlez-nous de ça aussi. Je n'ai pas de réponse pour ça. Oui.
Tout ce qui vous colle à la peau, vous n'avez pas la réponse. D'accord. Monsieur Cessé Haba a soutenu ici, tout au moins, que c'est vous qui l'avez sauvé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez réussi à le sauver? Pendant que Marcel le recherchait avec des armes blanches et des armes de guerre. J'ai bien dit que ça a coïncidé à mon passage quand je rentrais au camp. Quand je rentrais au camp, j'étais arrêté à côté de 32 escaliers, ça discutait entre eux. Je les ai dit là-bas, je dis non, laissez ça. Il y a un chef de bataillon, laissez-le. Lui là, laissez-le. C'est comme ça que j'ai intervenu et j'ai continué mon chemin. Oui, mais il est allé jusqu'à dire qu'une fois au camp Alpha Yaya, vous avez instruit à ce qu'on le mette dans votre bureau, qu'on l'enferme là-bas. Est-ce vrai? Ah, il est là, il est mieux placé pour expliquer là-bas. Est-ce que cela est vrai? C'est vous qui êtes à la barre. Répondez. Je l'ai dit que moi, j'ai intervenu pour lui. D'accord. D'accord. Vous, quand même, il a eu la chance d'être sauvé par vous pendant que beaucoup de ses concitoyens perdaient la vie au camp Alpha Yaya. D'autres questions? N'est-ce pas? N'est-ce pas, mon colonel? Ceci-là, ce n'est pas ma présence. Ah, d'accord. Mon colonel, tout ce que les Guinéens ont vécu au stade du 28 septembre, c'est grâce à un seul mouvement. Ce mouvement s'appelle Dadis doit rester. Parlez-nous de ce mouvement, mon colonel. Étant ministre de la sécurité présidentielle à l'époque, parlez-nous de ce mouvement. Dadis doit rester. Je n'ai pas de réponse. Vous devez en avoir la réponse, vous le savez. Parce que c'est vous qui avez posé d'autres questions. D'accord. Ok. Mon colonel, à présent, parlons des exactions commises après les événements douloureux au stade, commises au camp Alpha Yaya. Acceptez qu'on en parle. Connaissez-vous M. Thomas? Mon colonel, connaissez-vous M. Thomas? Thomas, oui. Je le connais, c'est un jeune militaire. Très bien. Connaissez-vous Aimé Loa? Aimé Loa. Je connais, c'est des jeunes militaires. Très bien. Connaissez-vous le lieutenant cabinet du Bata? Qui? Cabinet. Oui, cabinet, il s'appelle cabinet, voilà. Il est du Bata. Non. Okay. Vous savez que ce sont ces trois qui ont commis les exactions les plus atroces, les plus barbares, inhumaines au camp Alpha Yaya. Vous le savez. Et c'est devant vous que M. Destin, Begré, Sankara ont été exécutés, déchiquetés à Lambo. C'est devant vous, vous le savez. Quelle est la question? La question, c'est de savoir pourquoi avez-vous accepté de sauver certains comme Marcel et cautionner l'assassinat de Destin, Begré et Sankara. Pourquoi, mon colonel? Rien de ceci n'a été passé devant moi. Mais tout cela s'est passé devant vous, mon colonel. Ne discutez pas la réponse. D'accord. Dites-nous, mon colonel, qui commandait les 32 escaliers après les événements du 3 décembre? N'est-ce pas vous et Marcel? N'est-ce pas vous et Marcel? Avant et après, c'était, paix à son âme, j'ai bien dit, c'était le commandant Diamankan, qui était le chef de bataillon du BSC. Oui, mais après les événements du 3 décembre, personne ne contrôlait, ne donnait des ordres au 32 escaliers si ce n'est pas vous ou Marcel. Vous le confirmez? Vous le reconnaissez? Il y avait toujours le chef de bataillon, qui était, paix à son âme, le commandant Diamankan, celui qui commandait le 32 escaliers. Pourquoi vous avez enlevé à leur cabinet là-bas? Parce que c'est vous qui l'avez envoyé. C'était le patron du 32 escaliers. Il y a eu tellement de morts, vous-même vous avez fini par l'enlever. Vous l'avez fait remplacer par qui? Je n'ai jamais envoyé un militaire garder le camp 32 escaliers, parce que 32 escaliers relève du chef de bataillon, qui est paix à son âme, commandant Diamankan. Ça ne relève pas de moi, je n'ai jamais envoyé quelqu'un là-bas. Oui, mais quand Marcel venait
couper le nerf de la sévie des détenus là-bas pour les empêcher de se lever jusqu'au lendemain, jour de leur exécution. Où étiez-vous, vous, comme colonel? Moi, j'étais à Conakry, mais je n'étais pas informé de ces trucs-là. Malheureusement, tous ceux qui étaient arrêtés et enfermés au 32 escaliers, personne n'en est sorti vivant. Pourquoi cela? Étant ministre de la Sécurité présidentielle. Moi, mon commandement n'arrivait pas à ce niveau. C'est pour ça que j'ai dit que je n'en sais rien de ça. Donc c'est Marcel seulement qui commandait les 32 escaliers? Ah, ils sont là, vous pouvez les demander. Parce qu'après les événements du 3 décembre, la famille du président Dadis, chacun faisait ce qui lui semblait. La question. Mon colonel, parlez-moi du BSC, bataillon spécial de Conakry. Parlez-moi de ce grand immeuble qui se trouve au camp Alpha Yaya. Et à quelques mètres de cet immeuble où se trouvent les 32 escaliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, vous parlez de l'immeuble. L'immeuble, ça, c'est la direction. C'est la direction du chef de bataillon. 32 escaliers, ça, c'est différent. 32 escaliers, ça, c'est en bas, là-bas, à la rentrée du camp Alpha Yaya, à ta gauche. Voilà, le bâtiment qui était là-bas, c'est ce qu'on appelle les 32 escaliers. Oui, le jour où on a ramené Begré, Sankara, vous étiez là. Il y a même des vidéos où on vous voit. Vous étiez là. J'ai bien dit. J'ai dit, quand ils ont envoyé Degré, ça nous est trouvé au camp Alpha Yaya et à la présence du chef de bataillon par les douaniers. Donc, ils ont fait un compte rendu au chef de bataillon qui était, paix à son âme, le commandant Gaman. Quand j'ai bien dit ça, j'étais bien présent, mais les ordres ne se relevaient pas de moi. Bien, mon colonel, pour finir avec vous, parlez-moi, entre votre groupe et celui de M. Marcel. Est-ce que vous pouvez continuer? Oui, on peut continuer. Très bien. Merci, M. le Président. Dites-nous, mon colonel, entre M. Marcel et vous, qui de vous recherchez qui de vous disait tout de suite rechercher M. Saludalin au stade avec des propos ethniques, armes à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui et qu'un de ces hommes a pris la balle à sa place? Maître, vous insistez trop sur des propos ethniques. Oui, mais s'il vous plaît. Je ne raconte pas ce qui s'est passé. Vous insistez trop sur ça. Propos ethniques. Ça dérange le tribunal. On l'avait dit la dernière fois, ces propos-là. Mais je ne reprends même pas les mots. Les mots sont connus. Je vous le rappelle, voilà. Donc débarrassez-vous de ces propos-là. Voilà. J'ai compris, Monsieur le Président. Dites-nous, mon colonel, qui de vous le recherchez, arme à main? Qui de vous a essayé de tirer sur lui? Et un de ces hommes a pris la balle à sa place. Je n'en sais rien. Marcel. Je n'en sais rien. Étant proche du président Dadis, étant son ministre de la Sécurité présidentielle, pourquoi vous n'avez pas tenté de le dissuader afin qu'il accepte au moins que le blessé, notamment M. Célou Dalein, sorte de la Guinée pour aller se soigner? Pourquoi avez-vous donné des instructions à l'aéroport pour qu'il ne sorte pas? Pourquoi? Je n'en sais rien. D'accord. C'est bon, monsieur je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez fini? Merci, Monsieur le Président. La partie civile n'a pas fini, Monsieur le Président. Avec votre permission. Mon colonel, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser. Mon colonel, j'ai une remarque. La plupart de vos témoins ou des auteurs des exactions que vous reconnaissez sont tous morts.
Je cite Diamankan, Aïdor, Bégré, etc. Et pourquoi ça? Reprenez la question. J'ai dit bien, mon colonel, j'ai dit pourquoi la plupart de vos témoins que vous citez ou des auteurs des exactions que vous-même vous reconnaissez, je parle de ce qui s'est passé au 32 escaliers, sont tous morts. Ah, mais ça c'est indépendamment de moi, ça c'est Dieu. Mais quelle coïncidence! Les exactions qu'on vous reproche, vous reconnaissez ces exactions, mais vous dites que vous n'êtes pas auteur de ces exactions. Les personnes que vous indiquez en tant qu'auteurs de ces exactions sont tous morts. Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci. Le tribunal appréciera. Mon colonel, vous avez parlé de votre bravoure. Moi-même, je suis convaincu de votre bravoure. Mais je suis un peu intrigué. Le jour du 28 septembre, étant à Bambeto ou à Koza, vous avez été informé par la population que les militaires sont en train de tirer sur les manifestants au stade. Au lieu de continuer au stade, vous êtes très influent, vous pouvez arrêter quand même sur le champ, agir sur ces militaires-là, parce que vous êtes très influent dans l'armée. Vous êtes parti au camp. Et vous avez vous-même informé le président d'Addis, comme quoi ça ne va pas au stade. Les militaires sont en train de se comporter très mal au stade. C'est vos propres termes. Et le président était très fâché. Comme le président est informé déjà, vous êtes l'homme des missions difficiles. Le président ne vous a pas dit, allez-y au stade. Votre présence pourra empêcher la continuation de ces exactions. Le président ne vous a pas dit, et vous-même, en tant que l'homme fort de l'armée, vous n'avez pas pris l'initiative de partir au stade pour empêcher. Vous êtes rentré chez vous, vous reposez. Et pourquoi? Quelle explication pouvez-vous donner à ça? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Oui. Mais vous étiez informé quand même ce jour-là que la vie des personnes était en danger au stade. Vous avez été informé, vous-même vous l'avez dit ici, vous avez été informé par la population. J'avais déjà répondu à cette question. Non, je veux savoir, est-ce que vous étiez informé que ce qui s'est passé au stade n'était pas normal? Je n'ai pas de réponse. Merci, mon colonel. Mon colonel, vous connaissez Guinée Plastique? Reprenez la question. J'ai dit bien, est-ce que vous connaissez la société Guinée Plastique? Non. Qui a son siège à Manéa. Non. Qui est dirigée par M. Elhadj Mamadou Ouriba. Non. Mon colonel, vos éléments à votre demande se sont rendus à Guinée Plastique pour arrêter M. Ouriba suite à une plainte
de ses ex-employés. Ils sont partis le cueillir. Il a été enfermé dans vos locaux pendant 3 jours. Pour le libérer, vous l'avez demandé de payer 30 millions comme règlement des indemnités pour ses ex-employés. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Est-ce que s'il venait témoigner ça, avec les preuves à l'appui, avec même les plaignants, parce que ces plaignants-là aujourd'hui, ils ont très peur, hein? S'il vient face à face, ce serait bien. D'accord. Je suis prêt à les recevoir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Colonel Claude Puvis, quelques questions de précision. Est-ce qu'au cours de votre périple, le 28 septembre 2009, vous avez eu à noter la présence des ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas rencontré, pendant mon trajectoire où j'ai été et retour, je n'ai pas vu une ambulance de Croix-Rouge. Tout de même, fort de votre longue expérience de membre des contingents de maintien de la paix et de votre longue carrière de militaire, pouvez-vous nous dire si vous connaissiez la protection particulière accordée à ces ambulances de la Croix-Rouge? Je n'ai pas vu les ambulances de Croix-Rouge. Est-ce que ces ambulances sont protégées en temps de paix ou en temps de guerre? Ils ont une protection particulière? Mais même quand nous étions au Libéria, les ambulances de Croix-Rouge, ils ont le plus grand respect. Donc vous confirmez très bien que vous connaissez que ces ambulances-là on ne peut pas entraver leur trajet. Partout, quel que soit le front, ils ont leur respect. Je vous remercie pour la réponse pertinente. Alors, pourquoi, lors des massacres du 28 septembre 2009, vous avez ordonné à vos hommes d'intercepter une ambulance de la Croix-Rouge? Vous avez fait sortir les blessés et vous avez pu les embarquer à destination du camp Alpha Yaya. Pourquoi? C'est pas vrai. Est-ce que je peux quand même vous informer que ces informations ne sont pas des inventions, mais sont tirées d'un rapport international des plus fiables à la page 30? Je n'ai jamais rencontré Je poursuis. un Croix-Rouge. Je poursuis. Ces personnes qui ont été envoyées au camp, quel sort avez-vous réservé à ces blessés-là? Quelque chose que je n'ai pas vu, comment je vais expliquer? Je n'ai pas vu ces blessés ni une ambulance. Est-ce que ces personnes-là ne font pas le lot des disparus? Je n'ai pas vu. Est-ce que ne peut pas aussi être parmi le lot des personnes ensevelies dans des fosses communes? Je n'ai pas vu. Sur la même lancée, mon colonel, quel a été votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux le 28 septembre et les jours qui ont suivi? Reprenez la question. Votre rôle dans l'occupation militaire des hôpitaux et autres établissements de soins. Quelle a été votre implication? Bon, je n'ai pas été dans un hôpital pour surveiller ou pour regarder, je n'ai pas été. Lorsque vous aviez ordonné à vos hommes de saccager la pharmacie de l'hôpital Donka, c'était à quelle fin? Vous poursuivez quel but? Je n'ai jamais ordonné à mes hommes d'aller saccager une pharmacie. Est-ce que lorsque ces personnes saccageaient la pharmacie, le ministre de la Santé était présent?
Là où je n'ai pas été, comment je vais connaître s'il y avait un ministre présent? Mon colonel, est-ce qu'en dehors de la tenue réglementaire, vous arboriez d'autres éléments sur votre tenue? Ou bien vous êtes, durant tout le long de votre carrière, vous n'avez porté que votre tenue réglementaire? Il n'y a pas eu d'amulette ou de cori ou autre? Vous n'aviez pas coutume de le faire, de porter ce genre de choses? Je vous dis bien, ce dont vous parlez là, la situation des Kouris, ça ce sont mes habits donnés par mon grand-père. Donc ça, ce sont mes habits de défense. Complémentaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Non. Oui, j'ai des petites questions complémentaires, Monsieur le Président. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel... Oui, Monsieur le Président. Vos questions. Non, ça reste quelques petites questions complémentaires. Vous avez déjà fini de poser des questions. Si les autres ont des questions, peut-être quand ça va revenir encore, vous pouvez avoir la parole pour des questions. Si vous permettez, Monsieur le Président, si vous permettez. Pour le moment, c'est le tour de la défense, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Des questions? Oui. On doit revenir à la défense. Le ministère public même a fini de poser ces questions. C'est le tour de la défense. Après, vous pourrez poser des questions encore. Allô, Monsieur le Président? On m'avait dit que c'était fini du côté de la Non, ce n'était pas fini parce que moi, je suis là encore. Allez-y alors. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs, de m'avoir donné la parole pour poser des questions à Colonel Tchegoro. Mon colonel, il y a une question qui me tarote à tout moment. Cette question vous est déjà posée, mais je n'arrive jusqu'à présent pas à avoir satisfaction. C'est concernant votre hiérarchie. Nous allons décortiquer les services que vous rendiez en ce moment, pour savoir quels sont ceux-là qui étaient vos chefs hiérarchiques. 1. Vous étiez chargé de lutter contre la drogue. Lorsque nous prenons ce service, à qui vous rendiez compte lorsque vous arrêtiez les narcotrafiquants? À qui vous rendiez compte? La question? Oui. Alors, je pense que quand on arrête un délinquant ou un présumé délinquant ou un présumé narcotrafiquant, même ceux qui n'ont pas fait le droit savent déjà quel est le circuit à suivre. Et que la démarche à suivre est que, après le PV, après d'avoir l'information au procureur territorialement compétent, et la procédure suit son cours normal. Et vous avez vu ce procès, les présumés narcotrafiquants, et le ministère public contre les présumés narcotrafiquants, où même à un moment donné, j'étais pris en partie et failli perdre ma tête dans ça encore. C'était le... Camara, il oui. veut savoir à qui vous rendez compte. C'est ce qu'il veut savoir. Quand la saisie est faite, et que, ou bien quand nous avons une information, après avoir exploré l'information, si une saisie est faite, la première personne à être informée, c'est le procureur territorialement compétent à l'époque. Aucun parquet ne peut nier quand même ici. Je suis un procédurier. Bien. Si on peut faire, oui. J'espère que la question est répondue à ce niveau. Oui, j'ai répondu. Donc, par rapport à la lutte contre la drogue, votre chef hiérarchique, c'est le procureur du lieu. Absolument. Bien. Alors, par rapport à la lutte contre le grand banditisme,
qu'est-ce que vous entendez par grand banditisme? Quels sont les éléments qui rentrent dans la composition du grand banditisme? Qu'est-ce que tu appelles ici éléments qui rentrent dans la composition? C'est-à-dire, oui. Qui vous qualifiez de grand bandit? Qui? Vous qualifiez de grand bandit, puisque vous luttez, vous étiez en train de lutter contre le grand banditisme. C'était pas ça? Oui. Maintenant, quelles sont les infractions qui étaient qualifiées alors de grand banditisme? Et à qui vous rendiez compte lorsque vous arrêtiez ces personnes, ces grands bandits? Grand bandit? Oui. Je pense que cette question n'a pas trait à mon occupation. Donc, je n'ai aucune réponse parce que je n'ai pas ici devant moi les attributions. Si vous aviez bien écouté ma question, non, les détails à l'intérieur des attributions. J'ai compris votre réponse. Je vais faire une précision. Je vous ai dit que je reste toujours dans ma soif par rapport à votre hiérarchie. Et puisque vous gériez un service qui était catégorisé, la première catégorie, lutter contre la drogue. Vous avez dit que lorsque vous arrêtiez alors un narcotrafiquant, le rapport dressé était immédiatement acheminé vers le parquet. On est d'accord? Par rapport maintenant au grand banditisme, c'est ce que je veux savoir. Une fois qu'une personne arrêtée dans ce cadre, à qui vous rendez compte? Je t'ai dit, en cas d'assassinat, et que nous arrêtions le présumé assassin, en cas de meurtre, comme on a toujours fait d'ailleurs, qu'on arrête quelques jours après le présumé meurtrier, vous voulez que nous rendions compte à qui? C'est même le même cheminement, c'est purement procédural. C'est purement procédural. Et là, je vous dis qu'aucun parquet ne peut nier au moins ce côté-là. Bien, donc le grand banditisme est également votre hiérarchie directe, c'était le parquet également. Bien. Et lorsque vous parlez des services spéciaux, vous pouvez donner des éléments ou disons les services qui entraient dans le cadre des services spéciaux? Je t'ai dit hier, ou je l'ai dit ici hier. Les services spéciaux, quand on va sur le service de renseignement, avant de passer à une opération, quand vous avez des informations, comme quoi il y aura un bateau qui arrive et que, c'est des informations internationales, un bateau qui arrive dans ce pays et que ça, et que cette cargaison-là serait la propriété de tel ou tel, vous montez ce qu'on appelle ici les filatures. C'est ça le renseignement. Jusqu'à avoir un lien entre les éléments qui rentrent dans l'action par rapport à l'infraction qui se prépare. Alors, une fois que la drogue est saisie, ou bien une fois que le maître est saisi, les services s'arrêtent là. Et d'ailleurs, ils ne sont pas connus. Ce sont des gens, ils ne sont pas nombreux, mais c'est des gens, des personnes de confiance qui font des renseignements du genre. Et ce sont des renseignements opérationnels. Il faut que ceci donne l'ordre pour dire, écoutez, nous sommes sur les lieux, il y a ça, il y a ça, il y a ça, on est en train même de repartir, ou bien il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, c'est en ce moment que l'opération peut se passer. Donc, les services sociaux, c'était bien sûr un élément de ce secrétariat d'État. Bien. Et en ce qui concerne les manifestations politiques ou des manifestations sociales, est-ce que ces manifestations rentrent dans le cadre des services spéciaux? Venez prendre des renseignements et tout ce qui s'ensuit et remonter l'information. Je pense que dans ma déposition, je n'en ai pas fait cas. Donc les manifestations politiques ou sociales n'entrent pas dans le cadre des services spéciaux. En tout cas, mes éléments de services spéciaux n'ont jamais été enquêtés par un politicien. Bien. Alors, entre la date du 28 septembre, cette date historique du 28 septembre, et le pouvoir du CNDD, ce jour, qu'est-ce qui était en jeu? Je n'ai pas compris. Entre la date du 28 septembre, je dis bien la date du 28 septembre, qui est une date historique,
c'est le jour du référendum pour avoir l'indépendance de la Guinée, le 2 octobre. Et le pouvoir du CNDD, le jour de cette manifestation, entre les deux, qu'est-ce qui était en jeu réellement? De façon objective, qu'est-ce qui était en jeu? Bon, je ne sais pas si les gens comprennent ce que tu dis, mais entre le pouvoir du CNDD et la manifestation du 28 septembre, qu'est-ce qui était en jeu? Ça, je ne comprends pas cette question. Il faut reprendre sous autre forme. En d'autres termes, s'il y avait eu manifestation ces jours-là, comme cela avait été projeté par les leaders et les manifestants, et qu'il n'y ait eu aucun incident, est-ce que cela effacerait l'histoire du 28 septembre ou bien cela effacerait le pouvoir du CNDD? C'est en d'autres termes. Je pense être un peu plus petit pour répondre à une telle question. Bien. Alors, vous vous êtes fait ce jour-là un bon soldat. Aussitôt le matin, vous étiez déjà présent au stade. Quand bien même, selon vos propres déclarations, vous êtes même arrivé à la maison sans prendre le petit déjeuner. Si, alors, ma mémoire est bonne. Hier, vous l'avez dit. Et vous êtes venu, vous étiez tellement préoccupé que votre objectif, c'était d'empêcher à tout prix ces manifestations. Et c'est ce qui vous a conduit alors au stade. Vous pouvez maintenant dire à l'esplanade. Vous pouvez maintenant parler de ce qui s'est passé devant l'université. Tout ça, nous considérons que ce matin, vous étiez vraiment préoccupé et vous avez passé par tous les moyens pour empêcher cela. Pourquoi ça? Pourquoi réellement? Pourquoi vous vous êtes préoccupé tellement que tous les autres des membres du CNDD déterminaient ce jour-là à ce qu'il n'y ait pas de manifestation? Pourquoi? Je pense pouvoir déjà répondre à cette question. Et je l'ai dit et je réitère. Ce n'est pas parce que c'était un mordicus. De toute façon, il y a eu un compromis. Je pense que mes négociations ou ma médiatisation et ma médiation ou sensibilisation ont abouti à un compromis. Et ce compromis était de partir reporter et les autres font la chose. Il y a eu communiqué, il y a eu 4 communiqués et il y a eu tellement de pourparlers autour de ça que c'était vraiment devenu une préoccupation de tout le monde, même pas moi, même les religieux étaient préoccupés. Heureusement ou malheureusement, c'était sur mon chemin et ce que j'ai joué comme rôle, je vous ai dit. Je ne peux pas dire mieux que ça. Oui, tous les autres étaient préoccupés. Mais vous, en plus du fait que vous soyez préoccupés, vous êtes venus sur le terrain. C'est ça, la motivation là, c'était quoi en réalité? Ou bien vous étiez plus que les autres, ou bien le rôle était tellement dévolu à vous que personne d'autre ne devrait venir. Ou bien il y avait un autre encore sur le terrain qui faisait la même sensibilisation. C'est ce que je dis. Tu sais, quand ça arrive comme ça, il faut être fort dans la tête. Tel que tu poses comme question aujourd'hui, c'est parce que j'ai arrivé. Ce qui est sûr, dans l'histoire de ce pays, c'est qu'on a pu faire ça. Ça, c'est vraiment, on ne peut pas effacer. Ce qu'on a joué comme rôle dans ce pays, on ne peut pas effacer. Si aujourd'hui tu me dis, pourquoi tu étais préoccupé, pourquoi tu as fait ça, tu vas me dire encore un jour, pourquoi tu as même arrêté les trafiquants de drogue, pourquoi tu as même arrêté des criminels. Donc, moi, c'était un devoir de m'adresser aux gens, aux Guinéens. Et je pense que à ce niveau-là, précis, il n'y a pas eu d'accrochage. C'était l'essentiel. Et l'autre côté, il n'y a pas eu d'accrochage, c'était l'essentiel. Mais pourquoi j'étais plus motivé que les autres? Je ne sais pas quelle imagination tu as, mais je n'ai joué juste qu'un devoir parce que je partais chez moi et j'ai croisé les gens qui vraiment manifestaient. Et il fallait les sensibiliser. Et c'est ce que j'ai fait. Et même n'importe quel citoyen peut le faire aussi. Comme les religieux ont tout le temps. À cet effet, vous avez dit que vous n'étiez pas chargé de la sécurité. Est-ce que bien ça? Je pense que tu le sais déjà. Bien. Qui était chargé de la sécurité? Bon. Qui était chargé de la sécurité? Oui. Je ne sais pas. Il faut regarder un peu. Je pense que ceux qui sont placés ceux qui sont mieux placés pour le répondre, pourront le répondre un jour.
Mais en tout cas, ce que moi j'ai joué, je ne le regrette pas. C'est ça ma préoccupation. Colonel Tchegoro, vous savez, je voudrais que vous nous dites des choses que vous connaissez. Ça n'a rien à voir avec l'accusation. C'est des renseignements. Vous étiez à la fois ministre et secrétaire d'État. Vous ne pouvez pas nous dire que vous ne connaissez pas qui était chargé de la sécurité, quand même dans le gouvernement du CNDD? Il a répondu. Hein. D'autres questions? Bien. Peut-être que je n'ai pas prêté attention. Bien. Le fait que les manifestations étaient interdites ces jours, alors, quel sentiment aviez-vous le fait que les manifestants avaient brandi l'interdiction? Quel sentiment avez-vous? C'est la même question qui revient. Quel sentiment avez-vous du fait qu'ils ont brandi je ne sais quoi? Donc, je vous ai dit ce que j'ai joué ce jour comme partition. Et là, à ce de nouveau, je n'ai aucun regret. Parce que c'était un devoir. Quel que soit pédis, quand tu vois les gens comme ça, je pense que leur sensibiliser pour leur expliquer le bien fondé de la chose, c'était pas mal. Et je pense que j'ai été bien accueilli, c'est l'essentiel. Si, pendant que j'étais sur le terrain et qu'il y a eu problème, c'est ce qui pouvait vraiment me laisser, vraiment, c'est ce qui pouvait me pousser à un regret. Mais franchement, je ne regrette pas du rôle que j'ai joué ce jour. Et je l'ai dit tantôt, que même après ici je suis toujours en tenue, et que la même chose se répétait. Si c'est pour aller jouer un rôle positif pour que les Guinéens se comprennent, je le ferai. Donc je pense que les mêmes questions reviennent. Et alors le président m'oblige de répondre, sinon franchement c'est les mêmes questions qui reviennent depuis le matin. Bien. Le fait que vous étiez déterminé ces jours, avait-il pour objectif la crainte de ce qui allait arriver? Ma question. Oui. Le fait que vous étiez déterminé ce jour, depuis le matin, à empêcher à tout prix ces manifestations, n'était-il pas la crainte de ce qui allait advenir? C'est vous qui le pensez ainsi, déterminé ou non. L'essentiel, je t'ai dit que j'ai joué un rôle. Et s'il avait en tête cela, je pense qu'un consensus ne serait pas trouvé entre les leaders et moi. Dès lors qu'un consensus est trouvé, dès lors qu'on s'est séparés, je suis parti de l'autre côté, ils sont partis vers les militants, il n'y a plus de rien à faire. Tchegoro n'est pas responsable de ce que toi tu penses. Donc ces questions, je pense qu'on va aller vers les chefs d'accusation portés sur ma personne. J'y tiens. Bien. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire. Combien de fois vous êtes venu ce jour au stade? J'ai une réponse à ce nouveau. Bien. Alors je vous rappelle que selon vos déclarations, vous étiez venu le matin. Après avoir sensibilisé les leaders, vous avez pris le chemin. Vous étiez vers Kenyan et il vous a été informé par Tak Walkie que alors les militaires sont en train de tirer au stade. Et vous êtes revenu. C'est ce que vous avez déclaré. Si je ne suis pas exact, vous pouvez vraiment me rectifier. Je pense que ma déposition, serait mieux d'aller dans ma déposition. Bien. Alors, quand vous êtes revenu au stade, apparemment, dans tout ce que vous avez dit, vous n'aviez qu'une seule préoccupation. Comment sauver les leaders. Et vous êtes parvenu à sauver quelques leaders, dont M. Selou Dalen Diallo et M. Jean-Marie Doré, Feu Jean-Marie Doré. Alors, pourquoi vous n'êtes pas préoccupé pour les autres âmes, de nombreuses âmes qui étaient déjà au stade et qui vivaient ce drame? Pourquoi vous n'êtes pas préoccupé pour ceux-là? C'est une question? Oui. Je pense qu'on ne peut pas se multiplier. M. Baouri vous a dit que c'est moi qui conduisais ma voiture pour les envoyer à l'hôpital. Au même moment, il faut envoyer les gens à l'hôpital. Au même moment, il faut venir au stade pour voir si quelqu'un n'est pas blessé ou qui n'est pas mort. Moi, je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête que quelqu'un soit blessé ou pas. Parce que ni d'Alain, ni Jean-Marie Touré, personne ne m'a dit là-bas, moi j'ai vu un cadavre pendant ou bien tiens, il faut se retourner. Non.
Et puisque j'étais préoccupé vraiment à accomplir vraiment de façon réglementaire et sociale ce que j'ai vraiment pu faire, je pense que je les ai envoyés à l'ESU, ce qui a abouti à les prendre pour les envoyer à l'hôpital, à la clinique Pasteur. Et là, je pense que les gens ont été sécurisés jusqu'au matin. Et je pense que vraiment j'ai dû vraiment jouer vraiment un rôle qu'il fallait. Si d'autres le faisaient à ma place, comme je l'ai dit tantôt, que le coup de PMAK, je pense que tout le monde devait coaliser là-bas. Tout le monde devait coaliser. Et tout vous dit, si moi je suis venu, cela était un crime, je l'assume. Mais je ne suis pas venu pour faire un crime, je suis venu pour vraiment sauver. Et si heureusement que les leaders eux-mêmes, sans contrainte ni physique ni morale, ont avoué le rôle que j'ai joué dans le but de le mettre à l'abri de toute atteinte à leur vie, je pense que franchement, si on ne peut pas me saluer pour ça en tant que républicain, et je pense que cela ne constitue pas ici un crime pour moi, à moins que la Cour trouve autrement. Donc, est-ce que je me peux préoccuper d'autre chose? Je ne suis pas le seul militaire. Comme je le dis, si tout le monde l'a fait, tout le monde a mis la main entre les pieds, si je le faisais le même jour, le jour aussi, je suis certain que ma famille, mes amis et tous ceux qui m'aiment dans ce pays ne seraient pas aujourd'hui en train de mourir à petit feu par rapport à ce procès qui est sur ma tête pendant que je n'ai commis aucun acte interdit par la loi. Bien. Cela signifie comptablement que vous n'avez fait qu'un seul voyage du stade pour aller protéger les leaders qui étaient à bord de votre véhicule, n'est-ce pas? Recours d'amende de déposition. Bien. C'était à quelle heure? C'était à quelle heure vous avez pu sauver ces leaders-là et vous les avez envoyés à un lieu sûr? On était dans l'après-midi, mais je ne peux pas vous dire. Je vous ai dit toujours que je ne peux pas dire exactement à quelle heure. Donc, il ne faut pas que la même question revienne chaque fois. On peut penser à midi, 13h, 14h? Je t'ai dit que je n'ai aucune idée par rapport à l'heure. Eux-mêmes, là, je pense que dans l'heure d'opposition, on pourrait avoir les heures là-bas, même contradictoires. Bien. Je suis certain. Vous savez dans quelles conditions vous avez enlevé ces leaders? Il y avait des tirs partout. Et vous-même, vous l'avez témoigné ici, que vous avez même été bastonné. Vous avez pu soutirer ces quelques leaders dans cette situation. Vous les avez sauvés, vous ne vous êtes plus préoccupé de ce qui se passe au stade. Et pourquoi cela? Pourquoi cela? Dès lors que vous avez pu sauver ces quelques leaders, disons 2 que vous citez à tout moment, vous les avez envoyés dans un lieu sûr. Et vous savez dans quelles conditions vous les avez sortis. Et vous saviez que vous seulement pouvez sortir plusieurs autres qui étaient au stade ce jour. Vous l'avez témoigné vous-même. Parce que Jean-Marie Doré était en train d'être bastonné. C'est grâce à vous que le pire n'est pas arrivé. Pourquoi vous n'êtes pas revenu à plusieurs reprises pour sauver ces gens qui étaient là, en train de souffrir, mourir, tomber sous les balles? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit logicien. Si on fait la logique dans tout ce qu'on fait, je pense qu'on aboutit généralement à des solutions vraiment logiques, pour ne pas faire une répétition. Alors, quelqu'un qui a été braqué dans un stade. Moi, comme Baoui l'a dit, j'ai raconté des gens que je ne peux pas identifier maintenant. J'ai rencontré des gens, je les ai dit, allez-y, bon, il y avait, comme je l'ai dit, qu'il y avait des tirs, mais par intermittence. Comment j'arrivais? Je l'ai dit. Comme tu veux dire, ça tout tire partout là. Non. Moi, j'arrivais maintenant, il y avait des tirs par intermittence. Et heureusement que j'ai pu soustraire ces gens, je les ai envoyés. Moi-même, j'ai été braqué. J'ai reçu des coups. Et c'est voyez. Et il faut s'occuper de ces gens-là. Vous voulez-vous? Moi-même, j'étais en danger. Vraiment en danger réel. C'est un film, quand ça vient dans ma tête, il y a des jours, franchement, j'ai l'insomnie jusqu'au matin. Ça, je vous le dis. C'est pourquoi chaque année, depuis 13 ans, à partir de 26, les radios commencent. 28 septembre, moi je tombe dans les films jusqu'après que les radios cessent de parler. C'est pour te dire simplement que je n'étais pas le seul à jouer ce rôle. Je pense que d'autres pourraient entendre ce coup, qui ne sont pas les coups de lacrymogène, aller foncer sur le terrain, aller là-bas, pour vraiment trouver solution s'il y a des solutions ou d'autres solutions à trouver. Je pense que j'ai joué ce que je pouvais jouer et je pense que cela a été apprécié
par ceux qui m'aiment et surtout ceux pour lesquels j'ai fait, qui croient en Dieu et qui ont toujours le temps de le dire à la face du monde. Donc, je résume les causes qui ne vous ont pas donné permis de revenir au stade. La fatigue, et puis aussi, vous étiez aussi en danger vous-même, n'est-ce pas? Aussi, à autre cause, vous pouvez aussi les donner. Vous avez bien suivi ce que j'ai dit. À ce niveau, je n'ai aucune réponse. Bien. Alors, puisque vous-même, vous ne pouviez pas revenir au stade, vous ne pouviez pas revenir au stade pour sauver les autres âmes qui tombaient là-bas ce jour-là. Parce que vous connaissiez, d'après vos déclarations ici, qui est Toumba et qui est venu avec ses hommes. Vous le connaissiez parfaitement. Et vous n'êtes plus revenu dès lors que vous avez pu sauver les deux leaders. Vous n'êtes plus revenu. N'est-ce pas? Je pense que j'ai donné une explication large. Il a déjà répondu à ça, maître. D'autres questions? Oui. J'ai bien répondu et puis il faut vraiment c'est bon, cesser de... c'est bon. Bien. Je demande maintenant, parce que je voudrais juste la confirmation de ce que j'ai dit. Alors, je demande maintenant pourquoi vous n'avez pas pu inviter vos hommes à se rendre pour aller sauver les autres. Puisque vous êtes vraiment quelqu'un qui pouvait donner des ordres. Au minimum, il y avait 200 hommes qui étaient sous votre commande. Pourquoi vous n'avez pas envoyé vos hommes au moins pour aller sauver les autres, puisque vous-même, vous ne pouvez plus revenir? Ce pays a problème, monsieur le procureur, monsieur le président, je veux dire. Et même en le voyant poser des questions, on comprend beaucoup de choses. Pourquoi vous mais je ne rentre pas dans ça. Non, mais c'est énervant parce que cette question a été débattue hier. Répondez à la question. Débattue, je n'ai pas de réponse à cette question. Bien. Alors, il y avait 4 pick-up selon vos propres déclarations qui étaient stationnés de part et d'autre du stade. Quel rôle ces 4 pick-up ont joué le jour de la manifestation? Quel rôle? Surtout à la suite de l'attaque, des massacres. Vous pouvez nous indiquer au moins, puisque ces pick-up là, quand même, vous les connaissez. Une question? Oui, les pick-up qui étaient stationnés de part et d'autre. Selon vos déclarations, il y avait 4 pick-up. Où? Au stade, de part et d'autre du stade. C'est moi qui t'ai dit ça. Hier, vous avez eu à déclarer ça. Non. Je peux le prouver parce que ça a été par rapport au pick-up, qu'est-ce que vous avez dit donc? Je fini de dire ça hier, je ne reviens pas là-dessus. La partie là, je ne reviens pas sur ça. Maintenant, le rôle qu'ont joué ces 4 pick-up, est-ce que ces 4 pick-up ont servi au transport seulement de vos hommes qui étaient là-bas? Ou bien des malades, ou, pardon, les blessés, des morts, alors on transitait dans c'est vous qui parlez de 4 pick-up et c'est vous qui parlez de rôle joué. Ceux qui dirigeaient ces pick-up, s'il y en avait 4, pourront vraiment répondre à cette question. Mais je vous dis que cette question a été débattue hier. Ce n'est pas juste. Vous parce pouvez que nous sommes dans un pays où on sait quoi. C'est votre droit de vous dédire, hein, puisque la situation est en train d'aller à un certain niveau. C'est normal. Bien. Alors, au moment où vous étiez en train de parler avec les leaders, d'abord au niveau de l'esplanade, est-ce que le stade était déjà ouvert, les gens étaient en train d'entrer, ou bien le stade était fermé? À l'instant même où vous étiez en train de parler, de discuter, de convaincre les leaders vraiment à revenir sur leurs décisions. Je pense que toi, tu dois... Bon. Je t'ai dit que ce n'est pas à l'esplanade où il a parlé. C'est pourquoi je reviens sur ça hier. Ce n'était pas à l'esplanade. C'était juste au-delà même de la porte principale de Gamal. Comment on peut rester là-bas pour savoir? Mais moi, je savais que la chose était fermée. D'après l'information, la chose qui est cadenassée d'après le communiqué du ministre, je vous ai dit qu'il y a un communiqué du ministre de la jeunesse d'alors qui annonçait aux leaders que le 28 septembre, même si ce n'était pas ce jour, n'était pas bien indiqué, à partir du moment où il y a un match je pense, un match de préparation, je ne sais pas quoi, qui devait se tenir au sein de ce stade.
Donc, pour moi, le stade était fermé. Bien. Alors, selon vous, comment les manifestants ont pu pénétrer dans le stade? Est-ce que par effraction ou ils ont forcé alors le portail, ou bien on leur avait ouvert tout doucement alors les portes du stade pour y entrer? La personne aussi a été répondue et je réitère encore. Je t'ai dit, Oui. comment ils sont rentrés au stade, je ne peux pas être Dieu pour le connaître. C'est que, à ce que je sache, quand on s'est quitté, moi je suis parti dans une autre direction, vers chez moi, en passant par SMS, et ils sont partis vers le leader. Comment ils ont fait maintenant pour ouvrir, ou si quelqu'un l'a envoyé par effraction ou par quoi, ça n'était pas présent au moment des faits. Bien. Alors, après les événements,